La fatigue de la semaine pesait sur mes épaules. Un épuisement lourd, profond, celui qui s'installe dans les os et refuse de partir. Quand j'ai hissé ma valise dans le coffre de la voiture, il était 8 heures du matin. En quittant l'appartement sans me retourner, les mots de sa mère m'ont traversé comme une lame. « Laisse-moi, sauve ma fille ». Ces mots-là, on ne les oublie pas. Ils restent gravés quelque part entre la gorge et la poitrine, et quand on les entend, on ne peut plus se concentrer sur rien d'autre. Alors oui, que s'est-il passé avec cette petite fille adorable? Cette histoire est l'histoire de chacun d'entre nous, et nous devons le savoir. Le soleil n'était pas encore tout à fait levé. Le ciel portait cette couleur étrange, ce mélange de jaune et de gris qui s'arra sur les villes comme un couvercle. Pour la première fois en 8 mois, pas un week-end, une vraie pause, je prenais des vacances. 7 jours. 7 jours entiers. J'allais éteindre mon téléphone, cesser de penser au couloir de l'hôpital, oublier l'odeur du désinfectant. Seulement la mer, mon livre, et le vide. Bien sûr, je ne savais pas ce qui m'attendait. Avant de monter en voiture, je me suis arrêtée une seconde. Ma main était posée sur la poignée, mais je ne bougeais pas. Une voix intérieure, toute petite, toute fatiguée, a demandé « Est-ce que tu peux vraiment partir ?» J'ai souri. Seule, en silence. Après 8 mois, je reconnaissais encore cette voix. La voix de la culpabilité. Celle qui habite chaque infirmière. Celle qui pense toujours aux patients, même en dehors des murs blancs. Mais cette fois, je partais. Margot l'avait dit. Le docteur. Laurent l'avait dit. Ma grand-mère, que j'étais allée voir le mois dernier, l'avait dit aussi. Emma, pars. Repose-toi. Prends soin de toi pour une fois. J'ai démarré la voiture. Direction le sud. La mer. Les 2 premières heures étaient d'elle. La musique jouait, la vitre était entr'ouverte, le vent fouettait mes cheveux. Mon esprit commençait à se vider, ou essayait. Le trafic s'était dissipé, la route s'ouvrait. Les arbres devenaient plus denses, les maisons plus rares. L'odeur lourde de la ville avait disparu, remplacée par la terre et l'herbe fraîche. L'air faisait du bien. Je respirais vraiment, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Puis quelque chose a changé. Une sensation. Difficile à nommer, celle qu'on ressent dans une voiture quand on ne sait pas tout à fait pourquoi, mais qu'on sait que quelque chose ne va pas. L'air qui se modifie. J'ai regardé sur ma gauche et j'ai vu le rouge. La circulation était arrêtée. Au loin, des gens descendaient de leur véhicule, certains couraient. Un camion s'était garé sur le côté de la route, à un angle bizarre. Et un peu plus loin, une voiture. Une familiale. Grise argentée, petite. Son flanc gauche était défoncé, les vitres brisées. Mon pied a appuyé sur la pédale de frein. Tout seul. Je me suis immobilisée. Il ne fallait pas descendre. J'étais en vacances. Je suis infirmière, mais je ne suis pas de service. L'ambulance allait arriver. Quelqu'un avait appelé. Il y avait déjà des gens sur le bord de la route. Mais j'ai ouvert la portière. Je ne sais pas comment. Peut-être que cette voix a repris la parole. Peut-être que 8 mois d'infirmerie avaient imprimé quelque chose dans le corps, que même quand le cerveau se déconnecte, les jambes continuent à avancer. Je suis descendue. J'ai marché. Puis j'ai couru. J'étais épuisée, mais quand on voit ça, impossible de rester immobile. En m'approchant de la voiture accidentée, j'ai entendu pleurer un enfant. Un pleur aigu, fort. Le genre qui signifie que l'enfant est vivant. Quand on entend ça, quelque chose se relâche dans la poitrine des soignants, juste pour un instant. Un enfant qui pleure respire. Un enfant qui respire est vivant. Mais derrière ce pleur, il y avait un silence. Et c'est ce silence qui m'a fait le plus peur. L'avant de la voiture avait subi de lourds dégâts. Un camion? Un poteau? Je ne distinguais pas bien. Des éclats de verre jonchaient le sol, brillant dans la lumière du matin. Un homme tentait d'ouvrir la portière en forçant, les mains en sang, sans s'en rendre compte. Je suis soignante, lui ai-je dit. Quel est l'état des personnes à l'intérieur? Il m'a regardé. J'ai reconnu cette expression. La panique figée, fondue en blocs de glace. Il a pointé le doigt. Une femme, une enfant. L'enfant pleure, mais la femme, elle ne répond plus.
Quelque chose s'est serré en moi. Si petite. Comment pourrait-elle vivre sans sa mère? Nous avons ouvert la portière ensemble. Le métal a grincé, un son horrible. Et j'ai vu. Sur la banquette arrière était assise une petite fille. 4, peut-être 5 ans. Elle portait une robe rose et, dans ses cheveux, une petite couronne. En plastique, violette, couverte d'étoiles. Elle pleurait, le visage écarlate, mais ses yeux étaient ouverts. En me voyant, quelque chose a changé dans son regard, fugacement. Les enfants font ça. Quand ils voient un adulte, ils regardent avec cet espoir, peut-être que cette personne peut arranger les choses. Sur le siège avant, il y avait la mère. Une femme d'une quarantaine d'années. Ses cheveux châtains foncés lui tombaient sur le visage. Sa tête était appuyée contre le volant, le cou à un angle qui m'a inquiété. Les yeux fermés. Sa poitrine se soulevait légèrement, elle respirait, mais le délai entre chaque inspiration m'a alarmé. « Madame ?» ai-je dit. « Vous m'entendez ?» Elle a bougé. Très peu, mais elle a bougé. « Madame, je m'appelle Emma. Je suis infirmière. Je vais vous aider. Ne bougez pas, d'accord ? Surtout, ne bougez pas. » Elle a essayé d'ouvrir les yeux. L'œil gauche s'est entrouvert. Le droit était gonflé, commençait à virer au violet. Signe de traumatisme crânien. Depuis combien de minutes l'accident avait-il eu lieu? Maman, pourquoi maman ne se réveille pas? Je me suis retournée. La petite me regardait, les mains jointes, sa couronne de travers. Je vois ta maman, ai-je dit avec une voix calme. Je ne sais pas d'où je sortais ce calme-là. Les années l'enseignent. Comment aplatir sa voix, ralentir les mots? Je m'occupe d'elle. Toi, tu as mal quelque part? Maman. Elle ne pouvait pas dire autre chose. Comment tu t'appelles? Elle a hésité. Puis, lentement, Camille. Camille. C'est un beau prénom. Moi c'est Emma. Je vais rester avec toi, d'accord? Je l'ai sortie de la voiture en premier. Doucement, en vérifiant ses épaules, son cou, son dos. Elle pleurait mais criait, le choc passait. Un enfant qui sort du choc est plus en sécurité. Je l'ai assise au bord de la route, dans l'herbe. Tu ne bouges pas de là. Je peux te voir de mes yeux, d'accord? Je vais aller voir ta maman. Elle a hoché la tête. Les larmes coulaient encore. Je me suis retournée vers la mer. De la fumée s'échappait de la voiture, avec des vitres brisées, elle pouvait s'enflammer en quelques secondes. En contournant l'épave, j'ai remarqué quelque chose couler depuis le bas du châssis. J'ai regardé mieux, le réservoir. Je devais faire vite. Son pouls était là, faible, mais régulier. Elle respirait. Mais son niveau de conscience était très bas. Réponse minimale aux stimuli. Une entaille sur le crâne. Il ne fallait pas la bouger. Pourtant, il le fallait. Madame, votre prénom? Cette fois, quelque chose est sorti. Très bas, à peine audible. Je me suis penchée. Claire, a-t-elle dit. Juste ça. Claire. Je m'appelle Emma. Je suis infirmière. L'ambulance est en chemin. Vous ne bougez pas, je suis là. Elle a de nouveau essayé d'ouvrir les yeux. L'œil gauche s'est ouvert. Et elle m'a regardé. Ce regard. Je l'avais vu souvent à l'hôpital. Le regard qui dit j'ai peur sans que les mots ne sortent. Je sais, ai-je dit. Vous avez peur. C'est normal. Mais vous respirez. Et je suis là. Ses doigts ont bougé. Elle voulait attraper une main. Je lui ai donné la mienne. Autour, des gens s'étaient rassemblés. Un homme a crié qu'il avait appelé le 15, que l'ambulance arriverait dans 5 minutes. Quelqu'un m'a tendu un tissu propre pour la blessure à la tête de Claire. Une femme s'est placée près de Camille. Puis Claire a parlé. Ce que je n'attendais pas. Camille, a-t-elle murmuré, chaque mot une lutte. Est-ce que Camille va bien? Camille va bien. Je l'ai sortie de la voiture. Elle est en sécurité. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je me suis arrêtée net. Son anniversaire? Elle a 5 ans, aujourd'hui. Il y avait un gâteau. Derrière.
dans une boîte rose. J'ai regardé. Contre la vitre arrière brisée, une boîte rose, abîmée mais fermée. Faites-le pour elle, a soufflé Claire. Si moi je... Stop, ai-je dit doucement mais fermement. Ne terminez à cette phrase. Elle m'a regardé. Vous vous inquiétez pour elle, ai-je continué. Je comprends. Mais là, votre seul travail, c'est de respirer. Juste respirer. Vous vous occuperez de Camille. Mais d'abord, vous allez vous rétablir. Ses yeux se sont remplis de larmes. Laissez-moi, a-t-elle dit. Occupez-vous d'elle d'abord. Ces mots ont flotté dans l'air. Combien de fois les avais-je entendus à l'hôpital? Les mères disent toujours ça. Peut-être que c'est leur nature, se mettre en dernière position. Mais là, face à moi, dans une situation réellement dangereuse, ce n'était pas une option. Claire. Camille va bien. Je l'ai vue, ses bras et ses jambes bougent, elle pleure, elle est consciente. Mais vous, vous avez reçu un coup à la tête. La nuque. Écoutez-moi. Il faut vous sortir de là sans vous bouger. L'homme qui était à côté d'elle m'a regardé. On fait comme vous dites. Claire, écoute-la. C'est toi qui fêteras cet anniversaire avec elle. En tant que mère. Pour être sa mère, il faut d'abord être vivante. Silence. En prononçant cette phrase, j'ai pensé à Anne-Sophie. La femme tatouée qui avait dit je survivrai. À Antoine. À Léa. À toutes ces nuits. Et maintenant ici, au milieu d'une route nationale, en vacances, j'étais de nouveau au cœur de la même chose. Peut-être que c'est ça, être infirmière. On peut ouvrir une porte et sortir. Mais quelque chose à l'intérieur ne se ferme jamais. Camille a crié. Emma. Emma, où est maman? Je me suis retournée. Elle s'était levée, la femme qui la tenait n'avait pas pu la retenir. Camille arrivait. Elle est là, ai-je dit. Camille, ta maman est là. La petite s'est approchée. Elle a regardé sa mère. Son visage s'est froissé, les larmes ont repris, mais différemment. Ce n'était plus la peur. C'était autre chose. Quelque chose que les mots ne peuvent pas vraiment nommer. Maman va se réveiller? Qu'est-ce qu'on répond à une enfant de 5 ans? Les médecins arrivent, ai-je dit. De très bons médecins. Ils vont s'occuper de ta maman. Mais elle va se réveiller? Je l'ai regardée. Les étoiles de sa couronne brillaient encore dans la lumière du matin. Sa robe rose était couverte de poussière. Oui, ai-je dit. Et j'ai eu peur d'avoir menti. Mais qu'est-ce qu'on dit d'autre à une enfant? Les yeux de Claire se fermaient. Claire. Gardez les yeux ouverts. Elle les a rouverts. À peine. Parlez-moi. Parlez-moi de Camille. Qu'est-ce que vous alliez faire aujourd'hui? La mère, a-t-elle soufflé. On allait à la mer. C'était sa première fois. Elle n'avait jamais vu la mer. C'est beau. Racontez-moi. Quelle plage? Je la faisais parler. Je surveillais son niveau de conscience. Je prenais son pouls au dos de ma main. J'observais la réaction de ses yeux. Tout ça à la fois, tout en paraissant calme. Personne ne savait ce qui se passait en moi. Au loin, une sirène. Camille l'a entendue. Elle a levé la tête. C'est l'ambulance? Oui. Ils viennent pour maman? Oui. Ils vont s'occuper d'elle et de toi aussi. La petite a tendu la main vers sa mère. Ses doigts minuscules se sont enroulés autour des doigts de Claire. Claire a ouvert les yeux. Elle a vu sa fille. Quelque chose a traversé son visage, de la douleur, de l'amour, peut-être les deux en même temps. Camille, a-t-elle murmuré. Maman, a dit Camille. Juste ça. Un seul mot. Mais tout était dedans. L'ambulance arrivait. Et moi j'étais encore là, au milieu de la route, tenant le pouls de Claire dans ma main. Je ne savais plus depuis quand mes vacances avaient commencé. Peut-être qu'elles n'avaient pas encore commencé. Aider les autres, c'est rendre le monde plus beau. Si quelqu'un autour de vous a besoin de vous lire cette histoire, partagez-la avec lui. Quand l'ambulance s'est arrêtée juste à côté de moi, une seule pensée m'a traversée, on va les sauver. En voyant que seulement 2 secouristes en descendaient, mon cœur a vacillé une fraction de seconde, puis ça a passé. 2 personnes,
c'était 2 paires de mains supplémentaires, 2 paires d'yeux en plus. Pas insuffisant. Suffisant. Ils ont sorti le brancard. Le secouriste masculin m'a regardé, mais maintenant le tissu pressé contre la tête de Claire, ma position au-dessus d'elle, et moi qui essayais en même temps de garder Camille calme. « Vous êtes personnel de santé ?» a-t-il demandé. « Infirmière. Saint-Antoine, Paris. » Emma Dernard. Quelque chose a changé dans son expression. Ce changement-là, on le reconnaît entre soignants, ce flash de compréhension mutuelle qui ne dure qu'une seconde. Ça veut dire d'accord. Ça veut dire je peux travailler avec toi. État de la patiente? J'ai récité. Vite, précis. Traumatisme crânien, plaie temporale gauche, score de Glasgow estimé, position cervicale, niveau de conscience, pouls, fréquence respiratoire. Depuis combien de temps l'accident avait eu lieu? Ce que j'avais fait et ce que je n'avais pas fait. Il écoutait comme on prend des notes, sauf qu'il ne prenait pas de notes, il gravait tout dans sa tête. Puis il a communiqué chaque information à sa collègue d'un seul regard. Ils ont sorti le collier cervical. Ils ont commencé à stabiliser Claire. Bon travail, m'a dit le secouriste. Vous avez maintenu le cou immobile. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas le moment de remercier. Je me suis tournée vers Camille. La petite tenait encore la main de sa mère, elle refusait de lâcher. Les secouristes ont essayé doucement mais fermement de l'écarter. Quand les doigts de Camille se sont séparés de ceux de Claire, elle a émis un son asimpleur, presque le son d'une enfant qui se brise. « Camille, regarde-moi », ai-je dit. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur, au niveau de ses yeux. Ils mettent ta maman dans cette ambulance, tu comprends? C'est une bonne chose. Là-dedans, ils peuvent mieux la soigner. Et toi aussi tu vas monter, tu vas rester près d'elle. C'est vrai? C'est vrai. Elle s'est essuyé les yeux. L'étoile de sa couronne a scintillé. La secouriste s'est tournée vers moi. Vous souhaitez venir aussi? Pour le compte-rendu, la transmission du bilan. Je me suis arrêtée. Ma voiture était garée sur le côté de la route. Ma valise était dans le coffre. 7 jours de vacances. Une petite résidence réservée à 10 minutes à pied de la mer. Mon livre qui attendait. À un seul réveil programmé. Pas une seule garde. Oui, ai-je dit. Je viens. Ma valise est restée là ce jour-là. J'ai confié les clés à un autre conducteur, un inconnu, mais cet homme a pris l'initiative. Je gare votre voiture au bourg, vous la récupérez là-bas. Il y a des moments comme ça, où les gens vous surprennent dans leur générosité simple. Je suis montée à l'arrière de l'ambulance. Camille s'est installée contre moi. Sa mère était sur le brancard, le collier cervical en place, le masque à oxygène posé sur son visage. Ses yeux étaient ouverts, elle regardait le plafond. De temps en temps, elle cherchait sa fille du regard. « Tu vas bien ?» ai-je murmuré à Camille. « Est-ce que maman a mal ?» Ils lui ont donné un médicament. Elle a peu de douleur pour l'instant. Et après? Cette question des enfants. Et après? Les adultes la posent aussi, mais autrement. Après, les médecins vont s'occuper d'elle. Rien que d'elle. Vous resterez vous aussi? Je n'ai pas répondu tout de suite. À ce moment-là, en regardant par la vitre arrière, j'ai vu la voiture accidentée au loin, et soudain, elle a pris feu. En une seconde, les flammes ont englouti l'épave. Tous les regards se sont tournés vers elle. Nous, les soignants dans l'ambulance, nous nous sommes regardés les uns les autres, et sans un mot, nous avons tous compris la même chose, on est parti à temps. Peut-être que dans l'urgence, je n'avais vu que la patiente. Peut-être que la fatigue avait mis des œillères. Camille a levé les yeux vers moi. « Tu nous as sauvés », a-t-elle dit. Et elle s'est blottie contre moi. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Un petit établissement de campagne, peut-être le quart de Saint-Antoine. 2 infirmières attendaient à l'entrée, prévenues par radio. Elles ont pris en charge Claire. J'ai pris la main de Camille et je l'ai conduite vers la salle d'attente. Et là, tout a basculé. Une infirmière est arrivée en courant. Elle devait avoir 25 ans, son chignon s'était défait, ses yeux rouges de fatigue, mais elle était dans tous ses états. « Vous êtes Emma Dernard ? De Saint-Antoine ? Oui, mais...
Dieu merci. Les ambulanciers l'ont annoncé à radio. Notre médecin a dû être appelé en urgence pour une opération. Une autre urgence grave. En ce moment, il ne reste que moi et un généraliste débordé. C'est une très mauvaise journée. Elle a repris sa respiration. Est-ce que vous pourriez nous aider? Je sais que vous n'êtes pas en service, que vous êtes en vacances, je ne vous oblige à rien, mais... Il faut d'abord quelqu'un pour rester avec Camille, ai-je dit. L'infirmière s'est retournée. Elle a regardé la petite. J'ai notre assistante sociale. Je l'appelle. Très bien. Camille, cette dame va rester avec toi, d'accord? Moi je vais être près de ta maman. Si quelque chose se passe, on te prévient. Promis? Promis. Elle a tendu son petit doigt. Le serment des enfants de 5 ans. Il fallait croiser les doigts. Je l'ai et croisé. Et j'ai senti le poids de ce geste minuscule. J'ai suivi l'infirmière. Elle s'appelait Juliette, je l'ai appris plus tard. 2 ans de carrière, dans ce petit hôpital de campagne, loin de la ville, en silence, et ce jour-là, tout lui tombait dessus d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ai-je demandé en marchant. Un cauchemar depuis l'aube. D'abord un agriculteur, accident de machine, il a failli perdre la main, le médecin est en salle d'opération. Ensuite votre accident. Et maintenant? Elle s'est arrêtée. Et maintenant quoi? Dans le couloir de tri, il y a un patient. Un homme de 78 ans. Il est venu de lui-même ce matin, douleur thoracique. J'ai fait un ECG et les résultats. Emma, je vais être honnête avec toi. Ces résultats me font peur, et là je n'ai personne pour les interpréter correctement. La gravité de la situation s'est posée d'un seul bloc. Un hôpital de campagne. Un médecin en chirurgie. Une infirmière seule. 2 urgences lourdes. Et moi, officiellement en vacances, palliée à cet établissement, non couverte par son assurance. Mais cette voix était là. Ferme les yeux et tu l'entends. Elle n'était pas là depuis 8 mois, elle était là depuis 10 ans. Le premier jour de l'école d'infirmière, un professeur l'avait dit. Quand vous entrerez dans ce métier, vous comprendrez une chose. Le besoin d'aider n'appartient pas à la fonction. Il appartient à l'être humain. Montre-moi le CG, ai-je dit. Juliette a couru. Je l'ai suivi. L'homme s'appelait Bernard Lecomte. 78 ans. Il était venu à pied depuis son village ce matin, avait digé une légère oppression dans la poitrine. Son visage avait pris une teinte grisâtre. Il transpirait, sans que la température l'explique. Il avait décrit une douleur irradiante dans le bras droit. J'ai pris le tracé ECG. J'ai regardé. Sudécalage du segment sain. En dérivation 2 et 3. Marqué. Infarctus du myocarde. Actif. En ce moment même. Juliette me regardait. Qu'est-ce que vous voyez? A-t-elle dit, à voix basse. La même chose que toi. Il faut un transfert vers l'hôpital de ville. Maintenant. Pas une seconde à perdre. Mais le SAMU met au moins 40 minutes. Appelle le SAMU. Et donne-moi le protocole, aspirine, trinitrine, anticoagulant. On ne peut pas sortir le médecin du bloc, mais on peut commencer la prise en charge. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je me suis arrêtée. C'était une question légitime. C'est exactement ça, l'infirmière sur ce fil si fin. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Juliette avait 2 ans de métier, elle était seule, et elle cherchait une validation. Mais moi non plus, je n'étais officiellement pas là. Juliette, ai-je dit avec calme. Si on ne stabilise pas cet homme maintenant, il ne tiendra pas 40 minutes. On le sait toutes les deux. Je ne te laisse pas seule. Je suis là. Mais il faut agir vite. Elle a réfléchi. Une seconde seulement. Aspirine 300 mg à croquer. C'est dans le protocole. Je l'administre. Et vous? J'observe, ai-je dit. C'était vrai et faux à la fois. Mais on s'est toutes les deux comprises. Je me suis tournée vers Bernard. Monsieur le comte, vous faites un infarctus en ce moment. Vous allez prendre un médicament, vous allez recevoir un traitement, et l'ambulance pour vous transférer dans un grand hôpital a été appelée. On est là. L'homme m'a regardé.
Il avait peur, mais d'une peur différente. Il semblait être quelqu'un de discret, habitué à la campagne, peu familier des hôpitaux. « Je vais mourir ?» a-t-il demandé. Direct, simple, sans détour. Les personnes âgées posent parfois la question comme ça. On fait tout ce qu'on peut, ai-je dit. Et on va vous emmener là où vous serez le mieux soigné possible. Il n'a pas répondu. Il a fermé les yeux. Il a croqué l'aspirine. Juliette a préparé les médicaments. J'ai branché le moniteur. Surveillance du rythme, pouls, tension. Les chiffres étaient mauvais, mais stables. Pas de dégradation immédiate. Cette distinction comptait énormément. Vous avez fait du bon travail ce matin, ai-je dit à Juliette. Vous avez fait le CG tôt. C'est ce qui va sauver cet homme. Elle m'a regardé. Dans ses yeux, je reconnaissais quelque chose. Pas le besoin d'approbation, juste le besoin d'être vu. D'entendre je t'ai vu faire, et ce que tu as fait avait de la valeur. Merci, a-t-elle dit doucement. La chambre de Claire était de l'autre côté du couloir. Camille et l'assistante sociale étaient dans le hall. Et moi, je me trouvais dans ce couloir étroit, physiquement entre les deux, mais aussi dans un sens bien plus large. La radio a crépité. Le talkie de Juliette. Juliette, les résultats d'imagerie de Claire Fontaine sont prêts. Juliette a répondu, puis s'est tournée vers moi. La radio a tout envoyé. Vous pouvez y aller ? Moi je reste avec monsieur le comte. J'y suis allée. Les images étaient sur l'écran. Scanner cérébral. Les coupes du crâne de Claire. Hématome extradural. Petit, mais là. Temporal gauche. Hémorragie cérébrale. Une intervention chirurgicale pouvait être nécessaire. Ou il pouvait régresser spontanément, selon la taille et la pression. Mais dans ce petit hôpital, avec cette équipe, ce n'était pas un cas qu'on pouvait surveiller ici. J'ai couru. J'ai trouvé Juliette. Claire doit aussi être transférée. Il y a un hématome. Petit, mais à surveiller, et ça doit se faire en ville. La même ambulance ? Il faut 2 ambulances séparées, mais les 2 sont à 40 minutes minimum. Il faut décider qui part en premier. On s'est regardé. Triage. Encore le triage. Qui est le plus urgent ? Qui ne peut pas attendre ? Monsieur le comte faisait un infarctus actif. Actif. Chaque minute, du tissu cardiaque mourait. L'hématome de Claire semblait stable pour l'instant, mais si la pression intracrânienne montait, la détérioration pouvait être brutale. Le comte a en premier, ai-je dit. Je surveille Claire ici. Au moindre changement, la 2e ambulance est appelée immédiatement. Mais vous. Je sais. Officiellement, je ne suis pas là. Mais concrètement, j'y suis. Juliette, cette décision, on la prend ensemble. Je ne la prends pas seule. Elle a inspiré profondément. D'accord. L'ambulance est arrivée. Le comte est parti. J'ai appris plus tard qu'à son arrivée en ville, il avait été emmené directement en salle de cathétérisme. Un stent avait été posé. Il avait survécu. Il était retourné dans son village. Ce jour-là, je ne le savais pas encore, mais aujourd'hui je le sais, et ça réchauffe encore quelque chose en moi. Je suis allé voir Claire. Je suis entré dans sa chambre. Ses yeux étaient ouverts. Elle semblait plus éveillée, les médicaments commençaient à se dissiper. « C'est vous, Emma ?» a-t-elle dit. Elle m'avait reconnue. « Oui. »« Camille. » Elle est dans le hall, en sécurité. Elle vous demande sans arrêt. Elle a expiré. Un souffle de soulagement pur. « Merci, » a-t-elle dit. Sur la route, si vous n'aviez pas été là. Il y avait une personne en danger et je passais par là, ai-je dit simplement. C'est tout. Je l'ai dit sans chercher à minimiser. Mais c'était vrai. Et toutes les deux, on le savait. Un silence a flotté entre nous. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Camille, a-t-elle repris. Elle rêvait de ça depuis le matin. Elle allait voir la mère pour la première fois. Vous savez, ai-je dit, la mère ne se sauve pas. Camille verra la mère. Peut-être pas aujourd'hui. Mais elle la verra. Claire a souri. Un sourire faible, mais vrai. Les infirmières parlent toutes comme ça ?
Comment ça? Quand vous parlez, on vous croit. Sur le coup, on ne sait pas pourquoi on vous croit. Mais on vous croit. J'ai réfléchi à ça. Peut-être, ai-je dit, parce qu'on veut y croire nous aussi. Et parfois, vouloir suffit. Camille est arrivée en courant. Elle avait échappé à l'assistante sociale, ou peut-être qu'on l'avait laissée passer. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Elle a regardé. Claire a tendu la main. Camille a avancé lentement. Elle a pris la main de sa mère. Et dans toute cette journée, la robe rose couverte de poussière, la couronne violette de traviole, la mère qu'on n'avait pas vue, elle a regardé le visage de sa mère en silence. Maman, a-t-elle dit. C'était tout. Un seul mot. Mais il contenait tout le reste. Je suis là, a dit Claire. Je suis là. Je suis sortie de la chambre. Je me suis arrêtée dans le couloir. Par la fenêtre, je voyais l'extérieur. Le soleil était maintenant haut, il était midi. J'ai regardé mon téléphone. 2 messages de ma mère, un du conducteur qui gardait ma voiture, et un de Margot. Emma, tu es où? Tout va bien? Je voulais répondre mais je ne savais pas quoi écrire. En vacances mais pas vraiment. Dans un hôpital mais pas le mien. Infirmière mais pas officiellement. J'ai finalement écrit, j'étais sur la route. Il s'est passé quelque chose. Je t'expliquerai. Je respirais plus librement. Mon corps avait digéré l'agitation du matin. J'étais fatiguée physiquement, mais dans mon âme, cette petite voix disait tu as bien fait. Si je m'étais arrêtée sur la route sans intervenir, ça m'aurait hanté. N'importe qui peut se retrouver dans cette situation, quel que soit son métier. Aider. Parce que demain, c'est peut-être vous qui êtes dans cette voiture. Juliette m'a apporté un thé. Dans un gobelet en plastique, brûlant, probablement le moins bon thé de la machine à boisson. Je l'ai bu quand même. Jusqu'à la dernière gorgée. Le couloir était vide. À l'heure du déjeuner, les hôpitaux entrent dans un silence étrange. Les urgences sont absorbées ou en attente, les soins de routine ralentissent, le personnel prend sa pause. La vie semble reprendre son souffle. Moi, je ne pouvais pas tout à fait respirer. Dans ma tête, une comptabilité s'établissait. J'étais partie à 8 heures du matin. J'avais mis ma valise dans le coffre, mis de la musique, ouvert la vitre. J'avais prévu 7 jours entiers. Une petite résidence réservée, à 10 minutes à pied de la mer. Mon livre était prêt, j'avais noté des choses à lire. À un seul réveil. Pas une seule garde. Et maintenant j'étais là. Assise dans le couloir d'un hôpital de campagne, à boire un thé en plastique, mes vacances interrompues depuis des heures, le corps qui continuait à avancer. Juliette s'est assise à côté de moi. On est resté silencieuse un moment. On vous a dérangé, a-t-elle finalement dit. Il y avait quelque chose comme des excuses dans sa voix. Non, ai-je répondu. Sans réfléchir. Mais c'était vrai. Pourtant vous êtes en vacances. J'ai compris que c'est la première vraie pause depuis longtemps. L'ambulancier te l'a dit? Oui. Il a dit une infirmière épuisée qui prenait enfin des vacances. Elle a souri légèrement. J'ai souri aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas souri vraiment. La vérité, ai-je dit lentement, c'est que je ne me sens pas prête. Mais je pars quand même. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. D'un côté tu veux partir, et de l'autre. De l'autre vous pensez à ce qui va se passer si vous n'êtes pas là. Je l'ai regardé. Exactement. Moi aussi je pense comme ça, a-t-elle dit. Avant chaque garde. Et si je n'étais pas là, qu'est-ce qui se passerait? Et après je me gronde parce que ça ressemble à de l'ego. Mais ce n'est pas de l'ego. C'est le sens des responsabilités, ai-je dit. Peut-être. Ou peut-être, elle s'est arrêtée. Ou peut-être qu'on se convainc qu'on est irremplaçable parce que c'est plus facile comme ça. Juliette avait 25 ans. 2 ans d'expérience. Et elle venait de formuler quelque chose que je n'avais pas réussi à mettre en mots depuis des mois. Se sentir irremplaçable. La façon de rendre le départ impossible. C'est ce que je faisais depuis 8 mois. Tu es perspicace, ai-je dit. Son visage s'est coloré. Non, je fais juste. Accepte le compliment. Tu es perspicace. Et ce matin, dans cet hôpital, seul avec 2 urgences graves, tu as fait un travail remarquable.
Le CG de Lecomte, c'est toi qui l'as fait. Les premiers soins pour Claire avant l'arrivée de l'ambulance, tu les as coordonnés. C'était tes décisions. Mais si vous n'aviez pas été là. Si toi tu n'avais pas été là, je n'aurais rien pu faire. Je ne connais pas cet hôpital, je ne sais pas où est le matériel, je ne connais pas les protocoles ici. Toi, tu savais. Moi j'étais juste à côté de toi. En disant ça, j'ai pensé à Margot. Ses premières nuits à Saint-Antoine. Ce que Margot avait fait pour moi, c'était exactement ça, rester à côté. Dire tu y arrives. Me rappeler de respirer. Peut-être que c'est le vrai enseignement de ce métier. Pas le savoir. Pas la technique. Rester à côté. Le talkie de Juliette a sonné. Le médecin sortait du bloc. Il arrivait. Je dois y aller, a-t-elle dit en se levant. Il faut que je lui fasse le point. Vas-y. Moi je surveille la chambre de Claire. Elle a souri, un sourire de remerciement sans parole. Je suis restée seule. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Margot. Elle a décroché à la 5e sonnerie. Emma. Ça fait des heures que. Je sais. Pardon. Je vais t'expliquer. Je lui ai tout raconté. L'accident, Camille, Claire, Lecomte, le petit hôpital, Juliette. Tout. Margot est restée longtemps silencieuse. Emma, a-t-elle dit enfin. Je sais ce que tu vas dire. Non, tu ne sais pas. Elle avait une voix différente. Plus douce, plus fatiguée. Je me disais que tu allais peut-être m'en vouloir. Mais non. Ce que tu as fait ce matin, ça montre qui tu es. Que tu sois en vacances ou pas. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne m'y attendais pas. Margot. Mais Emma. Sa voix a changé d'un ton. Tu ne peux pas faire ça indéfiniment. Le corps a ses limites. Et toi, cette année tu as vécu très près de ses limites. Je sais. Tu ne sais pas vraiment. Sinon tu n'aurais pas laissé ta valise dans la voiture. Je n'ai rien trouvé à répondre. Emma, quitte cet hôpital maintenant. Le médecin est arrivé, la situation est prise en main. Claire et Camille sont en de bonnes mains. Toi, tu prends ta valise et tu pars. Mais. Non. Pas de mais. Maintenant. Margot a raccroché. Je suis restée assise un moment. Elle avait raison. Dans le fond, j'avais besoin de vider ma tête, de me reposer. Au loin dans le couloir, j'ai entendu la voix de Camille. Elle racontait quelque chose à sa mère, à pleine voix, comme les enfants le font, avec des intonations qui montent et descendent. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était là. Vivant, vif. La même voix qu'une enfant qui vient de retrouver sa mère. Je me suis levée. Je suis allée dans la chambre de Claire. J'ai frappé doucement. Je peux entrer ? Bien sûr, a dit Claire. Camille s'est arrêtée en me voyant. Emma. Je vois que ta maman est réveillée. C'est bien, ça. Claire m'a regardée. Les cernes sous ses yeux étaient violets, le bandage était en place, sa voix était encore un peu rauque. Mais son regard était net. Et ça comptait. Vous partez ? A-t-elle dit. Elle avait compris. Oui. Je vous laisse entre de bonnes mains. Le médecin est là maintenant. Je voudrais vous remercier. Vraiment. Sur la route, vous. Il y avait un être humain en danger et j'étais là, ai-je répété. C'est tout ce que c'était. Simple à dire. Mais ce n'était pas simple. On le savait toutes les deux. Camille a bondi de sa chaise. Elle a couru vers moi, a enroulé ses bras autour de ma taille, a enfoncé son visage contre ma poitrine. Les enfants de 5 ans avaient tout leur corps, ils mettent tout dedans. J'ai senti ça. Je me suis baissée. Je l'ai serré. Joyeux anniversaire, lui ai-je murmuré à l'oreille. Elle a levé la tête et m'a regardée. Mais il n'y a pas eu de fête. La fête a eu lieu ici. Tu es avec ta maman. C'est la meilleure des fêtes. Elle a réfléchi. Avec ce sérieux des enfants de 5 ans qui pèsent vraiment les choses. D'accord, a-t-elle dit. Mais je veux quand même un gâteau. J'ai ri. Vraiment ri, du fond de moi, franchement. Il y aura un gâteau, ai-je dit. Promis.
En retournant à ma voiture, il était 2 heures de l'après-midi. L'homme avait garé ma voiture sur la place du bourg, avait laissé les clés chez un commerçant, une confiance incroyable dans un endroit inconnu, envers des inconnus. Ma valise était là, intacte dans le coffre. Je me suis installé au volant. J'ai mis le contact. Mais je n'ai pas bougé. J'ai regardé le bourg par la fenêtre. Une petite place, une fontaine, une boulangerie, un vieil homme lisant son journal au soleil. La sérénité de midi. Paris ne ressemble jamais à ça, les grandes villes semblent toujours courir. Pourquoi est-ce que je ne bougeais pas? J'ai réfléchi. Est-ce que j'avais eu peur ce matin? Oui. Est-ce que j'avais cru perdre Claire un instant? Oui. Est-ce que le CG de Lecomte m'avait glacé? Oui. Et maintenant, qu'est-ce que je ressentais? De la fatigue. Mais une fatigue différente. Pas celle de l'hôpital. Celle-ci était la fatigue de l'effort qui a du sens. Pas la fatigue du vide, celle du plein. Une fatigue qui a de la valeur. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Emma Dernard? Voix masculine, âge moyen, officiel mais épuisé. Oui. Docteur. Alain Vernet, de l'hôpital. Juliette m'a tout raconté. Et votre nom apparaît dans les notes de transfert de Lecomte. Je voulais vous parler. Je vous écoute. D'abord vous remercier. Votre présence ce matin, votre soutien à Juliette. Monsieur Lecomte sera très probablement sauvé. Il est en cours de prise en charge en ville en ce moment. J'en suis vraiment heureuse, ai-je dit. Et c'était sincère. Mais je voulais aussi vous poser une question. Il s'est arrêté. Ce genre de situation, hors service, en vacances, sans cadre officiel, comment vous faites face? Comment vous tenez? Question étrange. Pas ce que j'attendais d'un médecin. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que moi, je travaille dans cette région depuis 15 ans. Seul médecin. Et certains jours. Sa voix s'est légèrement brisée. Certains jours je me demande pourquoi je suis encore là. J'ai manqué des anniversaires, des vacances. Ce matin j'étais en chirurgie, en même temps que Juliette gérait 2 urgences graves seule. Juliette est une bonne infirmière, ai-je dit. Ne la laissez pas seule. Je ne la laisse pas seule par choix. C'est le système. Je sais. Le système. Ces 2 mots contenaient tout ce que j'avais accumulé depuis des mois. Silence. Comment vous continuez? A-t-il redemandé. Vraiment. J'ai réfléchi. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Chaque jour a sa propre réponse. Ce matin, quand je me suis arrêtée sur cette route, la réponse c'était Camille. Cette robe rose et cette couronne en plastique. Un autre jour, ce sera autre chose. Ça suffit? Parfois non, ai-je dit. Mais aujourd'hui, oui. Ça suffisait. Après avoir raccroché, j'ai regardé mes mains longtemps. Ce matin, elles avaient tenu le pouls de Claire. Posé une main sur l'épaule de Juliette. Reçu le câlin de Camille. Ces mains, pourquoi étaient-elles faites? Ce n'était pas une question technique. Pas une question professionnelle. C'était une question humaine. Et la réponse était simple, pour toucher. Pour tenir. Pour parfois ramener la vie en arrière. Et parfois juste pour être là. J'ai démarré. Cette fois, je suis partie. Vers la mer. Quand je me suis assise face à la mer pour la première fois, je ne savais pas quoi penser. Depuis 8 mois, chaque fois que je m'asseyais quelque part, il y avait une prochaine garde dans ma tête. Là, il n'y en avait pas. Et cette absence était étrange, presque inconfortable. L'hôtel était petit, la chambre sobre, la fenêtre donnait directement sur la mer. Avant même d'ouvrir ma valise, je me suis assise dans le fauteuil face à la vitre et j'ai regardé l'eau. Les vagues arrivaient et repartaient, dans un rythme, sans s'arrêter, sans se presser. Paris se dépêche toujours, la mer, elle, ne se dépêchait pas. La vague venait, frappait le rivage, se retirait. Encore. Regardez, ça a dénoué quelque chose en moi. Quelque chose de petit, mais de réel. L'air avait un goût différent. Quelque chose en moi avait commencé à respirer. J'ai mis mon téléphone sur le côté, le son coupé, mais sans l'éteindre complètement. Les mois précédents, quand je me faisais cette promesse, je l'éteignais, puis je m'inquiétais, puis je le rallumais, puis j'avais honte, puis je l'éteignais à nouveau. Un cercle sans fin. Cette fois, je l'ai mis en silencieux et j'ai laissé un compromis. Ah parfait,
mais honnête. J'avais faim. Je me suis rendu compte que depuis le matin je n'avais rien mangé. Le thé en plastique de Juliette mis à part, depuis 8 heures du matin, c'était... Je me suis installée dans un petit café. Bord de mer, table en plastique, nappe en lin, petit pot avec sel et poivre. J'ai commandé une soupe de poisson, et je l'ai mangée lentement, sans me précipiter, en sentant chaque cuillère. Ce geste simple, manger lentement, m'a dit quelque chose. Depuis combien de mois est-ce que je mangeais vraiment lentement? À l'hôpital, en courant, en vérifiant des choses, en téléphonant. La nourriture était devenue du carburant. Pas un rituel, une nécessité. Mais manger, vraiment manger, c'était une façon de s'arrêter. Margot l'avait dit une fois, entre deux conversations, et on ne l'avait pas prise au sérieux. Les infirmières oublient de manger, avait-elle dit. Puis elles oublient d'écouter. Puis de dormir. Puis un jour elles oublient de se lever. On avait ri. Nous, les jeunes infirmières. Ça n'arrivera pas chez nous. Chaque génération pense la même chose. En finissant ma soupe, j'ai regardé mon téléphone. Un message de Juliette. J'avais pris son numéro le matin. Emma, le compte est stable après le stent. Claire a aussi attendu le transfert. Elle est partie en ville. Son état est bon. Camille n'a pas voulu quitter sa mère. Elles sont parties ensemble. Je voulais te remercier. Et je voulais te poser une question. Est-ce que tu fais quelque chose pour toi contre l'épuisement professionnel? Tu n'es pas obligé de répondre. Je me suis arrêtée. C'était une question étrange en apparence. Mais elle ne l'était pas. Juliette m'avait appris quelque chose ce matin sans le savoir. Et maintenant c'est elle qui me demandait quelque chose. La seule façon honnête de répondre, c'était d'être direct. J'ai écrit, non. Pas assez. Cette semaine je vais essayer quelque chose. Tu devrais faire pareil. J'ai posé le téléphone. Le soleil a commencé à descendre. La plage s'est vidée. L'air s'est rafraîchi. Je suis descendue au bord de l'eau. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai senti le sable. Il était froid, mais réel. Après tous ces mois de rochers, de semelles de caoutchouc, de couloirs, le sable. Je me suis assise. J'ai regardé les vagues. Et à ce moment précis, mon esprit a commencé à dériver. Tout seul, sans que je le contrôle. Et ce départ m'a fait du bien. Parfois ce ne sont pas les mauvais souvenirs qui nous pèsent le plus, ce sont les beaux. Parce que les beaux souvenirs rappellent qu'on appartenait à quelque chose, et qu'on n'y est plus. J'ai pensé au premier jour à l'école d'infirmière. J'avais 22 ans, les mains tremblantes d'excitation, je n'avais pas su choisir une place et je m'étais assise au fond. Quand le professeur avait lu nos noms à voix haute, mon cœur s'était emballé. On avait rempli un formulaire avec la question « Pourquoi voulez-vous devenir infirmière ?» J'avais écrit « Parce que je veux toucher ». Ce n'était pas une réponse technique, ça ne comptait pas en points, mais c'était vrai. Au fil des années, j'avais oublié cette réponse. Ou plutôt je ne l'avais pas oubliée, mais je l'avais enfouie quelque part, sous les urgences, le manque de personnel, les couloirs surchargés, les nuits sans fin. Ce matin sur cette route, je l'avais retrouvée. Quand j'avais tenu la main de Claire, tremblante mais présente. Quand j'avais dit tu y arrives à Juliette. Quand Camille m'avait serré dans ses bras. C'était la même chose. C'était toujours touché. La nuit est tombée. Les étoiles sont apparues. La plage était complètement vide. Je restais assise là. Mon téléphone a sonné. Ma mère. Emma, tu es arrivée? Comment c'est? Je suis au bord de l'eau, ai-je dit. C'est grand et silencieux. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Elle a ri. Le rire de ma mère. Enfant, j'aimais tellement la sécurité dans ce son. Tu manges quelque chose? Ne fais pas la cuisine toute seule, tu ne sais pas cuisiner de toute façon. J'ai mangé une soupe de poisson. Bien. Et tu vas dormir cette nuit? Vraiment dormir? Oui. Promis? J'ai ri. Exactement comme Camille. Allait-elle croiser les doigts aussi? Promis. Emma, a dit ma mère, sa voix s'est un peu baissée. Il s'est passé quelque chose ce matin? Non, il y a quelque chose dans ta voix. Les mères, c'est comme ça. Elles comprennent sans voir. Il y avait un accident sur la route. Ai-je dit. Je me suis arrêtée. J'ai aidé. Silence. Et alors? Tout le monde va bien. Ils vont tous bien. Et toi? Moi aussi. Non, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai réfléchi longtemps. De la paix, ai-je dit. En ce moment. Pour la première fois depuis longtemps. C'est bizarre parce que c'était une journée épuisante. Mais je me sens en paix. Je sais pourquoi, a dit ma mère. Pourquoi? Parce que aujourd'hui tu as choisi. Et le choix apporte la paix. Exactement la phrase que je cherchais depuis des heures. Ma mère venait de la dire, simplement, au téléphone. Tu as raison. Ai-je dit. J'ai toujours raison. J'ai une fille infirmière mais c'est moi qui ai les connaissances médicales. J'ai ri longuement, de bon cœur. Cette nuit-là, j'ai dormi, vraiment dormi, sans réveil, sans sursauter au moindre bruit, sans courir dans mes rêves. À 8 heures du matin, mes yeux se sont ouverts d'eux-mêmes. Par la fenêtre, la mer. Le soleil venait de se lever. L'eau avait cette couleur rose dorée des premières heures. Je suis restée 10 minutes allongée sans rien faire, juste à regarder. L'esprit n'était pas vide, mais il était calme. La différence entre vide et calme est grande. Vide veut dire que les mots ne viennent pas, calme veut dire que ceux qui viennent ne te renversent pas. Le premier jour s'est passé ainsi, lentement, sans grand événement. Petit déjeuner, mer, promenade, livre, déjeuner, sieste, mer à nouveau. Le soir un petit restaurant, du vin local, un vieux couple assis sur la terrasse. La nuit, les étoiles. Le deuxième jour, Juliette m'a envoyé un message. Aujourd'hui j'ai eu une belle garde. J'apprends encore, mais hier j'ai remarqué beaucoup de choses. Merci. J'ai répondu, c'est toi qui m'as appris quelque chose, sans t'en rendre compte. Merci à toi. Le troisième jour, Margot a appelé. On a parlé longtemps, comme deux infirmières,
comme deux êtres humains. Elle m'a parlé de sa famille, de sa sœur, de ses projets de vacances, de la raison pour laquelle elle avait choisi ce métier 30 ans plus tôt. Moi je lui ai parlé de Camille, de la robe rose, des étoiles sur la couronne violette. Je veux partager quelque chose avec toi, a dit Margot. Ça te concerne. Quoi donc? Le docteur Laurent. Il a finalisé son rapport. Il l'a transmis à la direction. Et cette fois la direction a pris ça au sérieux. Un nouveau protocole est en préparation pour le nombre minimum d'infirmières lors des gardes de nuit. C'est un petit pas, mais c'est un vrai pas, ai-je dit. Oui. Et Léa? Léa va bien. Elle s'adapte bien dans son nouveau poste. Et tu sais, l'enquête est classée. Conclusion, défaillance systémique. On l'a protégée. Quelque chose s'est allégé en moi. Des choses qu'on porte sans savoir à quel point elles pèsent, et puis d'un coup elles tombent, et c'est seulement là qu'on comprend leur poids. C'est vraiment bien, ai-je dit. Et Emma, Anne-Sophie reçoit des visites maintenant. Elle a demandé de tes nouvelles. Mes yeux se sont remplis. J'irai la voir à mon retour. C'est ce qu'elle a dit aussi. Le 5e jour, j'ai fait quelque chose. Un petit geste, mais qui comptait. En buvant mon café du matin, j'ai commencé à écrire dans un petit carnet. Pas phrase par phrase, juste des mots. Comment je me sentais aujourd'hui. Ce dont j'étais reconnaissante. Ce qui avait été difficile. Ce qui avait été léger. Ce genre de pratique arrêt cliché. Tiens un journal, pratique la gratitude, et tout le monde lève les yeux au ciel. Moi aussi, longtemps. Mais ce matin-là, au bord de la mer, avec un stylo ordinaire sur un carnet bon marché, ça n'était pas un exercice. Personne ne me regardait faire. Je n'avais aucun objectif. Les mots sont simplement sortis, et la page les a pris. Le premier mot que j'ai écrit, c'était Camille. Puis j'ai écrit serrer. Puis choisir. Puis je me suis arrêtée. Pourquoi avais-je écrit s'arrêter? Je ne savais pas vraiment. Peut-être pour me rappeler que tout a un moment. Ce moment avait le sien aussi. Et ce moment était, bien, le 7e jour, le dernier, je suis retournée une dernière fois sur la plage. En fin d'après-midi, pendant que le soleil descendait, je me suis assise. J'ai réfléchi à ce qui avait changé en 7 jours et à ce qui était resté pareil. Ce qui avait changé, j'avais dormi. Vraiment dormi. La fatigue qui était dans les os, cette fatigue profonde et ancienne, s'était un peu relâchée. Elle était encore là, elle n'avait pas disparu, mais je pouvais sentir le sol en dessous maintenant. Ce qui était resté pareil, le travail, l'infirmerie. J'allais rentrer. Je le savais. Je ne me posais plus la question. Comme Margot l'avait dit, tu vas rester et tu vas te battre pour que les choses changent. Mais maintenant cette phrase ne sonnait plus comme une peur, elle sonnait comme un choix. Et j'ai compris encore une chose. Tout au long de ces 7 jours, pas une seule seconde, je n'avais regretté d'être descendu de cette voiture le matin du premier jour. Pas un seul instant j'aurais dû continuer à rouler. Oui, mes vacances avaient été retardées de quelques heures. Oui, j'avais vécu du stress. Mais quand j'avais dit joyeux anniversaire à Camille, quand elle m'avait regardé avec ses étoiles sur la couronne, ce moment-là, rien au monde ne valait sa place. C'était là la réponse de ce métier. Les grandes questions n'ont pas toujours besoin de grandes réponses. Parfois la robe rose d'une enfant de 5 ans suffit. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai bouclé ma valise, j'ai rendu les clés à la réception, j'ai remercié et je suis sortie. Avant d'ouvrir la portière, je me suis arrêtée un instant. Pas le même endroit que 8 jours plus tôt, mais la même sensation. La main sur la poignée, sans bouger. Sauf que cette fois, cette voix, celle qui demandait « Est-ce que tu peux vraiment partir ?», n'était plus là. À sa place, une autre voix, plus calme, plus basse. Celle qui disait « Tu es prête ». Je suis montée en voiture. J'ai démarré. Je suis rentrée à Paris. Avant d'entrer à l'hôpital, j'ai fait une chose. Je me suis arrêtée chez un fleuriste. J'ai acheté un petit bouquet, des marguerites jaunes. Je suis allée en réanimation. Devant la chambre d'Anne-Sophie. J'ai frappé. En entrant, je me suis arrêtée une seconde sur le seuil. J'ai pris une grande inspiration. J'avais entendu une voix à l'intérieur. « Entrez », a dit la voix. La dernière fois que je l'avais vue, elle était sous ventilateur. Là, elle lisait un livre. « Emma », a-t-elle dit en souriant. « Vous êtes venue. » Je suis venue. J'ai tendu les fleurs. Elle les a prises, les a senties, a souri. « Merci. Pas pour ça, pour tout. » Je me suis assise à côté d'elle. On a parlé, longtemps, d'Antoine, de Léa, de cette nuit-là, et de ces jours-ci. Et j'ai regardé son tatouage. Je survivrai. Elle y avait cru. Elle était restée. En partant, sur le seuil, je me suis retournée. « Anne-Sophie, je peux vous poser une question ?» « Bien sûr. Ce tatouage, quand vous l'avez fait faire ?» Elle a réfléchi. « Il y a 3 ans. Une période très difficile. Antoine allait déjà mal, j'essayais de l'accompagner, la vie était lourde. J'avais besoin de quelqu'un mais il n'y avait personne. Ce jour-là j'ai regardé dans le miroir et je me suis dit à moi-même, « Toi, tu vas rester. » Vous vous l'êtes dit à vous-même. Oui. Elle m'a regardé. Parfois on doit être cette personne-là pour soi-même. Quelle phrase avez-vous besoin de vous dire à vous-même, Emma? La question est restée suspendue dans l'air. J'ai fermé la porte doucement. Dans le couloir, en marchant, j'ai croisé Margot. Elle était au coin, avec son café, et elle me regardait. « Comment tu vas ?» a-t-elle dit. « Bien », ai-je répondu. « Vraiment bien. » Elle m'a observé. Margot fait ça, elle évalue avec les yeux. Puis elle a hoché la tête. « Ça se voit », a-t-elle dit. On a continué ensemble. Toutes les deux, dans le couloir, vers le poste de soins. Le début d'une nouvelle garde. De nouveaux dossiers, de nouveaux visages, de nouvelles décisions. J'étais là, pas épuisée,
prêt. La différence entre ces deux mots est parfois grande comme 7 jours de mer. Si cette histoire a touché quelqu'un que vous connaissez, partagez-la avec lui. Parfois une seule lecture peut changer la journée de quelqu'un, et c'est suffisant.